Mesdames, Messieurs et chers collègues, vous portez une mission rude, belle, essentielle. Accompagner jour après jour le dernier temps de vie de ceux qui n'ont souvent plus la force de le porter seuls. Mais entre nous, avec ce qu'on vous fait avaler comme réunion, tableau, audit, certification et protocole, je me demande parfois si ce ne serait pas vous qu'il faudrait accompagner. Nous vivons dans un système qui s'épaissit, qui se durcit, qui se rigidifie. Une bureaucratie qui hypertrophie les fiches pendant qu'elle atrophie le sens. Tout y passe, des grilles, des critères, des procédures, des réunions qui vous donnent l'impression que Montaigne écrivait déjà pour vous quand il disait « Elles nous entrent en cervelle, ces choses-là ». Et pourtant, malgré tout, il reste des visages. Ceux qu'on accompagne, qu'on aime, qu'on regarde encore ou qui ne peuvent plus, mais qu'on continue de regarder. Je suis certain que vous avez connu ça. Une réunion Excel qui tourne au sudoku, mais sans les cases vides, ni la satisfaction de le résoudre. Un soignant qui prévient 30 minutes avant qu'il ne viendra pas à cause, je cite, d'un aléa aléatoire. Une urgence RH du lundi matin. « Monsieur le directeur, il faut que je vous dise, il faut que vous sachiez. » Et vous, intérieurement, « Et moi, j'aimerais bien ne pas sachier du tout. » Et malgré tout, vous tenez, vous revenez. Pourquoi ? Sans doute par fidélité, pas seulement par devoir ou par contrat, mais par fidélité à une certaine idée du soin, à une certaine idée de ce que vivre veut dire. Fidélité à une présence fragile et pourtant plus forte que tous les indicateurs. Alors oui, nous avons nos petites fidélités, nous avons tous nos petits rituels. À moi, par exemple, je suis un fidèle de mon café du matin, croyant et pratiquant. Sans lui, je ne suis pas très bien traitant, vous voyez. Je ne suis pas très éthique, je l'avoue. Mais plus profondément, comment fait-on pour ne pas s'épuiser, pour ne pas céder à la routine, à l'usure, au découragement ? Comment ne pas finir par ne plus voir ceux qu'on accompagne, tant les contraintes nous saturent la vue ? Alors c'est là que le rêve entre en scène. Mais attention, pas le rêve version plaquette glacée, pas le rêve mièvre, marketé, colorié en valeur d'entreprise, pas le rêve qu'on vend, mais le rêve que l'on tient. Un rêve comme tension intérieure, comme manière de rester vivant, comme résistance douce, mais lucide, face à l'abrutissement. Rêver ici, ce n'est pas fuir, c'est habiter autrement. C'est ne pas devenir fonctionnaire de l'existence. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Un peu de poésie que diable. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule. Et les moiteurs de mon front blême, elle seule les sait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse, je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues. Et pour sa voix, lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Alors vous l'aurez reconnu, Paul Verlaine, Mon rêve familier, extrait des poèmes saturniens, 1866. Ce poème ne se contente pas de peindre une rêverie romantique. Il dit autre chose, de plus subtil, de plus troublant. Le rêve, c'est un espace où l'âme s'accorde enfin à elle-même. L'inconnu aimé n'est ni tout à fait une autre, ni tout à fait la même.
Elle est peut-être une figure intérieure, une émanation du soi en quête de résonance. Elle incarne une forme d'idéal, mais non pas un idéal abstrait, mais une présence affective, enveloppante, une tendresse profonde. Voilà ce que le rêve rend possible. Un rapport au monde décalé, mais pas moins vrai. Un espace de vérité sensible où la conscience se déploie sans les barrières du jugement, de la logique ou de la peur. Rêver, ce n'est pas fuir la réalité, c'est l'habiter autrement. C'est inventer une autre façon d'y être, plus souple, plus intérieure, parfois plus lucide. Le rêve n'endort pas. Il réveille ce que le jour nous oblige à taire. Il creuse, il inquiète, il polit nos désirs. Quand je dis à mes enfants le soir, faites de beaux rêves, alors, non, laissez-moi reprendre. Quand j'ai enfin couché mes enfants, c'est-à-dire après avoir plaidé pour qu'on enfile le pyjama, répété qu'on se brosse les dents, même avec le dentifrice qui pique un peu mais qui sent bon, après 2 histoires, non 3, après la 4e refusée fermement parce que papa a dit que c'était la dernière, après 15 rappels à l'ordre pour le pipi, après avoir dit que oui, demain c'est l'école et que papa aussi est fatigué, papa a une conférence à écrire pour La Rochelle pour parler à des directeurs très sérieux. Bref, une soirée normale, et que je finis par dire d'une voix presque brisée, « Faites beaux rêves ». Qu'est-ce que je leur dis, au fond ? Je leur souhaite plus que du repos. Je leur souhaite de garder intacte la capacité d'émerveillement. Je leur souhaite de continuer à croire, à inventer, à pressentir, et je leur dis, sans le dire, qu'il est vital de rester vivant dans leur regard, de ne pas seulement traverser le monde, mais d'y répondre, de ne pas se contenter d'obéir à la réalité, mais de la travailler, de la rêver, de la transformer. Le philosophe Daniel Dennett l'écrit. Le rêve n'est pas une décoration cognitive, c'est une machine intérieure d'une redoutable efficacité. Il simule, il anticipe, il reconstruit. C'est une scène d'expérimentation silencieuse, un théâtre de la pensée où l'on répète la vie sans la subir. Rêver, c'est maintenir en soi la possibilité d'un élan. C'est entretenir une source souterraine de création. C'est continuer de chercher ce qui en nous résiste à l'usure. Peut-être est-ce cela que murmure Lucette, 92 ans, quand elle dit « Moi, je rêve souvent que je suis dans ma maison, avec mes rideaux bleus et l'odeur du cerisier. Quand je me réveille, c'est pas triste, c'est doux. C'est doux. Comme si j'étais encore un peu là-bas. J'y retourne la nuit, vous comprenez ? Oui, Lucette, nous comprenons. Le rêve est cette étrange faculté qui nous permet d'être ailleurs, sans fuir ici. Il est ce qui fait pont entre la mémoire et l'espérance, entre l'absence et la présence. Il adoucit sans effacer. Il éclaire sans aveugler et il nous donne parfois la force de recommencer à habiter le monde. Nous oscillons sans cesse entre 2 pôles, la profusion et l'épure, le trop et le rien, l'encombrement et le silence. Ce balancement n'est pas nouveau. Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, dénonçait déjà avec vigueur l'exubérance du style de Cluny, trop chargé d'images, de figures animales, de décors flamboyants. À ses yeux, ces ornements détournaient l'âme de l'essentiel. Il leur reposait la sobriété cistercienne, la rigueur nue, comme une quête d'absolu. Aujourd'hui encore, nous vivons cette tension, pris entre un monde saturé de signes, de notifications, de normes, de désirs sans fin, et un besoin presque spirituel de dépouillement, de retour à une simplicité fondamentale. Le rêve ne résout pas cette contradiction, il l'habite. Il est ce lieu mouvant, ce battement entre imagination et rigueur, des mesures et mesures. Il n'est ni fuite ni repli, il est oscillation féconde. Et il faut dire aussi que le rêve est ambivalent. Il ne
console pas toujours, il dérange parfois. Pedro Calderón de la Barca, dans La vie est un songe, dramaturge du XVIIe siècle espagnol, dans La vie est un songe, note avec ironie: on éprouve tant de plaisir à se plaindre que pour pouvoir se plaindre, on devrait presque chercher le malheur. Ça vous dit quelque chose, chers collègues? Cette petite musique douce, amère de la plainte, si la direction n'existait pas, il faudrait l'inventer, ne serait-ce que pour lui reprocher tout ce qui ne va pas. François Roustan, le psychanalyste, parlait de la fin de la plainte comme d'un moment redoutable. Que deviendrions-nous, en effet, sans ce lieu où continuer à râler un peu? Le rêve, lui aussi, est ce théâtre intime de contradictions. On y cherche la paix et on y trouve l'agitation. On y fuit un cadre et l'on y retrouve parfois travesti le visage du cadre. Une collaboratrice m'a confié un jour: « C'est drôle, monsieur Bosquet, j'ai rêvé de vous. » Ah! J'ai cru d'abord à une plaisanterie, et puis j'ai eu une sueur froide. Est-ce que moi aussi, j'allais être condamné à rêver de mes collègues? Va des rétros, leadership onirique. Le rêve est-il encore un rêve ou déjà un cauchemar? Car le rêve n'est pas ce jardin tranquille dont on franchit la grille pour s'y oublier. C'est un lieu d'épreuve, un champ de tension, un laboratoire du jeu, J-E. Pascal le dit avec une lucidité cinglante dans les pensées. La vie est un songe un peu moins inconstant. La vie est un songe un peu moins inconstant. Autrement dit, le rêve n'est ni la vie rêvée, ni la vie manquée. Il est traversé comme la vie même de contradictions, d'ombres, de résistance, mais il ouvre à une autre manière d'être présent, moins fonctionnelle, plus vibrante, moins conforme, plus vivante. Écoutez Marc, aide-soignant de nuit. La routine, des fois, elle t'étouffe. Mais si j'arrive à lui faire esquisser un sourire, j'aurai bien travaillé. C'est ça mon rêve de soignant, qu'il reste quelque chose de vivant, même au milieu des couches, des chariots et des alarmes. Le rêve ici n'est pas un échappatoire. Il est une tension vers ce qui pourrait advenir, un éclat dans l'ordinaire. Il ne fuit pas la contradiction, il la traverse, il l'habite. Il nous aide à rester humains dans l'inhumain, présents dans le répétitif, poreux à l'invisible, sans s'y dissoudre. Rêver, c'est peut-être ça. Tenir dans la contradiction, sans raideur ni fuite, continuer à espérer sans naïveté, résister sans se dessécher, et garder même dans les nuits les plus longues une veille intérieure. Le philosophe Ernst Bloch, dans un ouvrage qui s'appelle « Le principe espérance », Ernst Bloch cite l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vit pas seulement de pain ». Et il ajoute, non sans une ironie amère, surtout quand il n'en a pas. Cette formule lucide nous oblige à regarder en face une vérité rugueuse. Lorsque le monde se durcit, lorsque la réalité se contracte sur sa seule matérialité, le rêve n'est plus un luxe, il devient une nécessité intérieure. Il transfigure, il ouvre. Quand le monde devient brutal, le rêve devient vital. Roland Barthes, dans une de ses intuitions saisissantes, évoque cette figure de l'intellectuel. Vous savez, l'intellectuel qui mange son steak saignant dans l'espoir d'y puiser une force physique qu'il sait ne pas posséder. Ce geste n'est pas absurde. Il est profondément humain. C'est ça aussi rêver, incorporer symboliquement ce qui nous fait défaut, faire du manque un moteur et non une faiblesse. Le rêve agit alors comme un supplément d'âme, mais aussi comme un supplément d'être. Il ne comble pas une absence, il invente
une présence nouvelle. David Hume, le philosophe écossais, affirmait que notre identité est une fiction nécessaire. Et peut-être faut-il prolonger cette pensée. Le rêve, lui, est une fiction salutaire. Non pas un mensonge, mais un lien entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions être, entre le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il pourrait devenir. Il ne s'agit pas de fuir, mais d'ensemencer. Écoutez Nadia, infirmière coordinatrice en unité Alzheimer, lorsqu'elle confie « Quand j'ai pris le poste, je me suis dit, j'aimerais qu'un jour les familles puissent dire « On sent qu'il se passe quelque chose ici, qu'il y a une âme. » Ça peut paraître bête, mais ce rêve me guide. Ce n'est pas là de la naïveté sentimentale, c'est la formulation d'un horizon. Le rêve est ce qui permet à l'action quotidienne de ne pas se réduire à l'exécution d'un protocole. Quand tout devient procédure, quand le langage se réduit à des cases à cocher, rêver n'est plus une échappée belle, c'est un acte de résistance anthropologique. Rêver aujourd'hui, c'est encore croire qu'une présence est possible et qu'elle a droit à plus que la stricte fonctionnalité. Ce n'est pas du romantisme, c'est la persistance du sens. Quand tout devient procédure, rêver devient une urgence. Dans son célèbre ouvrage de 1907, Der Wahn und die Träume in Wilhelm Jensens Gradiva, quoi un peu d'allemand, ça ne peut pas faire de mal. Autrement dit, délire et rêve dans la Gradiva, Freud nous parle du travail du rêve, Traumarbeit, un travail de traduction, de recomposition. Derrière l'étrangeté des images, une logique à déchiffrer, une vérité voilée qui cherche un chemin. Et c'est par hasard si Calderón, encore lui, l'espagnol, écrivait « Ces songes que le ciel nous envoie, pourvu qu'on sache les interpréter, ne nous trompent jamais, à condition d'accepter de les entendre. Le rêve est une langue, une autre grammaire. Elle ne parle pas en bullet points, en ratio, en objectifs mesurables. Elle murmure, elle revient par surprise. Elle nous remet sous le nez ce que nous avions négligé. Permettez-moi de vous citer un passage du Docteur Jivago de Boris Pasternak. Je cite « On considère généralement qu'on rêve de ce qui, le jour, a produit sur nous la plus forte impression. J'ai observé exactement l'inverse. Ce sont les choses qui affleurent à peine dans la journée, les pensées restées floues, les paroles passées inaperçues, qui reviennent la nuit, revêtues de chair et de sang, et s'imposent dans nos rêves comme en représailles pour notre ignorance diurne. » Quelle profondeur! Ce presque rien, ce je ne sais quoi, aurait dit Vladimir Jankélévitch. Tout ce que nous avons fait mine de balayer d'un revers de manche, circuler, il n'y a rien à voir. C'est précisément cela qui revient. Non pour nous torturer, mais pour nous rappeler à l'ordre du sensible. Et parfois, le rêve anticipe, il devance la conscience. Dans bien des cultures, il est même vision, prophétie. Les ethnologues le savent bien. Alors rêvons un instant. On va faire une petite expérience tous ensemble. Nous sommes dans le sud des États-Unis en 1924. Il est à peine 9h, bientôt 10h du matin. La chaleur est déjà accablante. Le soleil tape dru sur les champs de coton. L'air sent la poussière, le cuir, le tabac chiqué. Il y a des enfants qui courent pieds nus. Il y a des sabots qui martèlent la terre sèche. C'est l'Amérique ségrégationniste. Les lois Jim Crow, le Ku Klux Klan. Mais c'est aussi une terre de lutte, de chagrin digne
de prières chuchotées dans la nuit et de musique. Je vais vous demander votre aide et un tout petit effort. Vous allez tenir une note. Vous allez voir, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et on est d'accord, vous arrêtez quand je fais ça. Hein. Plus fort. Had a dream last night and the night before. Had a dream last night and the night before. Gonna get drunk now, I won't dream no more. Encore. Dream my gal didn't treat me right. Lord, I dream my gal didn't treat me right. Pack my clothes and walk the streets all night. Merci. Traduction libre. J'ai rêvé cette nuit, et la veille aussi, que ma chérie m'aimait plus comme avant. J'ai pris mes fringues, je voulais plus la voir, et j'ai marché toute la nuit durant. Le rêve ici n'est pas consolation, il est discernement. Il révèle ce qui ne va plus, ce qui doit être quitté. Je rêve, je comprends, j'agis. C'est la fameuse technique de la rupture préventive. Certains d'entre vous l'ont peut-être pratiquée. On l'a peut-être pratiquée avec vous. En amour, en management, que sais-je ? Le blues, c'est cette mélancolie lucide. La musique, c'est la tentative de la traverser. Et puis parfois, un rêve devient parole professionnelle. Écoutons le docteur Lefort, médecin coordonnateur. Moi, ce que je rêve maintenant, ce serait qu'on arrête de croire qu'on est là pour gérer des fins de vie. On est là pour des bouts de vie. Et ils valent d'être vécus. On devrait prescrire un peu plus de poésie et un peu moins de neuroleptique. Alors voilà ce qu'est le rêve. Une contre-prescription, un antidote à la planification technocratique, une boussole intérieure qu'il faut réapprendre à lire. Dans l'opéra de Puccini, Tosca, le rêve est ce fil invisible et tenace qui nous relie aux êtres aimés, même dans l'absence, même dans la perte. Je pense à l'air bouleversant E lucevan le stelle, mais je ne vous le chanterai pas. Le personnage de Cavaradossi s'y chante. Un peu d'italien. Svani per sempre il sogno mio d'amore, l'ora è fuggita e muoio disperato. À jamais s'est évanoui mon rêve d'amour, l'heure s'est enfuie et je meurs désespéré. Le rêve est ici ce qui subsiste quand tout s'effondre. Il est fidélité à l'amour, persistance de la mémoire, tension vers l'irrejoignable. Il fait surgir dans le présent la trace des absents, leur empreinte encore vive dans le cœur de ceux qui restent. Il donne corps à ce qui ne parle plus. Sophie, animatrice, en témoigne avec pudeur. Je me souviens d'un monsieur qui parlait presque plus. Et un jour, pendant un atelier musique, il a murmuré les paroles d'une vieille chanson. Et on a tous eu les larmes aux yeux. Il était là, d'un coup, présent. Il nous avait rejoints. Ce moment fragile, ce murmure presque effacé, c'est une épiphanie. Le rêve a opéré sa magie discrète. Il a réveillé non pas seulement une mémoire, mais une présence. Rêver dans ce contexte, c'est éveiller l'autre à lui-même. C'est toucher une fibre oubliée. Réveiller ce que l'on croyait à jamais endormi, c'est croire que même dans les silences, quelque chose écoute
encore. Anne, proche aidante, l'exprime dans une formule simple et bouleversante. Parfois je me dis, si maman me reconnaissait, ne serait-ce qu'une seconde, ce serait mon miracle. Mais en attendant, je rêve qu'elle soit encore aimée, qu'on la touche avec respect, même si elle ne répond plus. Rêver ici n'est pas fuir, c'est faire face avec douceur, c'est s'opposer à l'usure de l'indifférence, à la tentation de l'abandon. C'est résister à l'effacement en continuant à caresser, à espérer, même sans retour, même sans garantie. Rêver dans ces gestes-là, c'est pas dormir, c'est réveiller. Le rêve alors n'est pas une distraction. Il est un acte de présence, une manière de dire à l'autre « tu comptes encore ». Et à soi-même, je choisis encore d'aimer. Rêver ici, c'est refuser l'indifférence, c'est tenir la main jusqu'au bout, c'est donner encore un nom, un geste, une tendresse. Et puis il y a cette autre voie, plus fragile, plus secrète peut-être, celle du dirigeant, la vôtre, non pas technicien de l'organisation, mais porteur de tensions, d'arbitrage, de décisions parfois cruelles, parfois justes, toujours imparfaites. Éric, directeur depuis 12 ans, confie. Je rêve qu'un jour je puisse signer un budget avec le sentiment profond qu'il respecte vraiment les personnes. Pas seulement les ratios, pas seulement l'efficience, mais les personnes. Je crois que diriger, c'est rêver d'un équilibre presque impossible entre la rigueur et la grâce. Oui, diriger, c'est cela. Habiter un oxymore, c'est tenir ensemble des contraires sans céder à la résignation comptable ni à l'illusion angélique. C'est avancer sur une ligne de crête, tendue entre la nécessité et le possible, entre la responsabilité et le désir. Une ligne d'horizon qui nous échappe, mais qui oriente. Le rêve devient alors boussole intérieure. Prenons soin de nos rêves car ils ne sont pas futiles, ils pourraient se réaliser. À leurs risques et périls, Montaigne, s'inspirant d'Ovide, rapporte l'histoire du roi Cypus, qui, après avoir assisté à un combat de taureaux, rêva qu'il portait des cornes. Et le lendemain, il se réveilla, 2 cornes avaient poussé sur son front. Force de l'imagination, note Montaigne. Et il faut entendre ici imagination au sens antique, faculté créatrice, capacité à faire advenir ce qui n'est pas encore. Ce que nous rêvons finit toujours par trouver un chemin, pour le meilleur comme pour le pire. J'aimerais faire une référence à quelqu'un qui est l'une de mes idoles, bien qu'il ne soit ni philosophe ni écrivain. En 1943, Django Reinhardt traverse une période de nuit. Guerre, exil intérieur, menaces invisibles. Une nuit pourtant, une vision s'impose à lui. Il rêve d'une cathédrale, un édifice d'écho, de silence, de verticalité. Et dans ce rêve, une mélodie s'élève, lente, pure, presque surnaturelle. Réveillé en sursaut, il saisit sa guitare et compose « Manoir de mes rêves ». Ce morceau n'est pas une échappée, ce n'est pas un caprice d'artiste, c'est une visitation, au sens spirituel du terme, une irruption du sublime dans la banalité du monde, une lumière inattendue. Django ne fuit pas, il transfigure, il ne contourne pas, il réenchante. Sa musique devient alors prière, offrande, résistance aussi. Et si rêver n'était pas fuir, mais commencer à voir autrement? Et si le rêve, loin d'être un luxe inutile, était le noyau le plus dur de notre responsabilité, une manière de pressentir
ce que nous avons le devoir de faire advenir. Alors je l'avoue, je n'ai pas envie de conclure. En tout cas, il y a plusieurs manières dont je n'ai pas envie de conclure. Pas envie de conclure en disant qu'on a besoin du rêve pour réenchanter la réalité. Pas envie de vous dire qu'on a besoin du rêve pour se donner des objectifs. Ou qu'on a besoin du rêve pour inventer des transformations sociales. Mais peut-être au fond, assez simplement, que le rêve est ce qui rend la réalité plus intéressante. Il faut apprendre à être éveillé de façon intéressante. C'est Nietzsche qui dit ça dans Le Gai Savoir. Il faut apprendre à être éveillé de façon intéressante. Être éveillé de façon intéressante. Quelle étrange formule, et pourtant quelle invitation. Car que veut dire être éveillé, si ce n'est apprendre à voir autrement. Non pas simplement ouvrir les yeux, mais les ouvrir vraiment. Non pas seulement veiller, mais habiter sa veille. Être éveillé de façon intéressante, c'est prêter attention à ce qui ne fait pas de bruit. C'est percevoir l'infime battement de l'existence, même là où tout semble s'éteindre. C'est refuser la torpeur des habitudes, l'engourdissement des automatismes, le silence des cœurs fatigués. Et si rêver, c'était ça, non pas fuir, mais traverser autrement. Non pas chercher l'ailleurs, mais redécouvrir l'ici. Non pas fermer les yeux, mais les garder ouverts jusqu'au bout, jusqu'à l'âme. Rêver dans un établissement médico-social, ce n'est pas s'arracher à la vie. C'est au contraire s'y ancrer plus profondément. C'est croire que derrière un lit médicalisé, il y a un mystère, que derrière un protocole, il y a un visage, que derrière un agenda saturé, il y a un battement d'ailes, léger, discret, mais bien réel. Rêver, c'est refuser que la personne âgée devienne un chiffre, une charge, un code. C'est croire que la parole a encore du poids, que le silence peut être habité, que le soin peut être geste, mais aussi grâce. Baudelaire le disait, il n'est pas de plaisir plus doux que de surprendre un homme en lui donnant ce qu'il espère. Et n'est-ce pas là, mesdames et messieurs, ce que vous pouvez encore faire ? Non pas seulement gérer, mais surprendre. Non pas seulement garantir, mais éveiller. Non pas seulement accompagner, mais élever. Non pas simplement fonctionner, mais faire advenir. Rêver, c'est ouvrir une brèche. C'est laisser passer un souffle là où tout semblait clos. C'est susciter l'inattendu, là où tout semblait écrit d'avance. Et quand bien même les plannings sont pleins, et quand bien même les budgets sont contraints, et quand bien même la fatigue s'installe, le rêve, lui, demeure. Ténu peut-être, fragile sans doute, mais indéracinable. Il tient dans un regard, il tient dans un geste tendre, il tient dans une parole offerte sans retour. Car rêver, ce n'est pas espérer un miracle. Ce n'est pas vouloir l'impossible. C'est croire qu'une personne désorientée puisse être regardée autrement qu'à travers son gire. Qu'un soignant, malgré la fatigue, puisse trouver dans un regard un appel. Qu'un directeur, même accablé de tableaux de bord, puisse oser penser en poète. Et cela, mesdames et messieurs, n'est pas un luxe. Ce n'est pas un supplément d'âme. C'est le cœur même de votre métier. Alors on dit parfois, il faut croire en ses rêves. Non, non. Ne croyez pas en vos rêves. En fait, c'est le contraire. Rêvez ce que vous croyez. Rêver, c'est résister à l'assèchement, c'est résister au calcul, c'est résister à l'effacement du vivant. Et dans cette résistance, il y a déjà un soin. Et dans ce soin, il y a déjà une promesse. Dans cette promesse, il y a un monde à tenir, un monde à transmettre, un monde à réveiller. Alors oui, rêver dans un établissement médico-social, c'est un acte politique, c'est un acte poétique, c'est un acte prophétique. Et parfois, oui, parfois, je fais ce rêve étrange et pénétrant d'un lieu où l'on soigne non seulement les corps, mais aussi les liens, les silences, les âmes, d'un lieu où l'on n'attend pas la fin, mais où chaque instant est encore une naissance.
Et si rêver, c'était déjà commencer à soigner? Et si rêver, c'était rester humain jusqu'à la fin? Merci.